il y a un aspect qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est l'aspect de la langue française, des langues régionales. Les langues régionales, c'est quand même le parti au pouvoir actuellement, qu'on appelle vulgairement le Parti socialiste, qui a ratifié, je crois, ou qui est en train de le faire. C'est quand même un déni de ce que l'on peut espérer d'un gouvernement qui défend le citoyen. Parce que les langues régionales, c'est le cheval de bataille, c'est le cheval de Troie pour installer la mort du français et l'anglais à la place. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de se défendre. Je veux dire, si on parle tous anglais, enfin, c'est ce que l'on dit parce que c'est la langue universelle, etc. Peut-être. Mais à partir de ce moment-là, les subtilités vont nous échapper et quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse faire, on sera ringardisé. Donc c'est encore une trahison, une haute trahison que le fait d'installer les langues régionales. Et tu parlais fort justement de l'Alsace, tu parlais fort justement de la Bretagne, mais la Corse, le Conseil régional corse, il a accepté, les communistes compris, absolument, la co-officialité de la langue corse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la co-officialité? La co-officialité, moi je parle l'occitan, je parle le nissart, parce que je suis de la région niçoise. Je le défends. Et là, il y a encore une confusion. Parce que défendre le nissart, défendre l'occitan, défendre les traditions, c'est aussi défendre la langue française et l'unique langue de la République. Si on ne fait pas ce préalable, on ne comprend pas ce qu'est la co-officialité. Il faut défendre la tradition, il faut défendre la multiplicité des langues, mais il faut aussi il faut aussi défendre que le français, ce soit notre langue, la langue de la République. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en Corse? La co-officialité, c'est quoi? Ça veut dire que comment on appelle ça? Le Parlement, enfin... L'Assemblée régionale. L'Assemblée, vous voyez, j'anticipe un peu, hein. L'Assemblée régionale corse va donc peu à peu avoir la possibilité, et va l'imposer donc, puisqu'il y a les nationalistes, ils sont là pour ça quand même, hein, il ne faut quand même pas rêver, c'est un peu comme les djihadistes, enfin, j'exagère beaucoup, mais il n'y a pas de Corse ici, non, ça va. Non mais bon, j'ai beaucoup d'amis corses, hein, de toute façon, je suis vacciné. Bon, le problème il n'est pas là, c'est qu'à partir du moment où on accepte la co-officialité, ça veut dire qu'on va exiger d'une manière administrative par le gouvernement corse, hein, j'anticipe encore, hein, puisque tu disais fort justement que la Corse était à part, et que c'était pas gênant, parce que finalement, tout le monde va être à part, tout le monde va être divisé, donc il n'y a pas de problème. Donc ils vont décider la co-officialité, pour travailler en Corse, il faudra parler corse. Quand on voudra traduire un document administratif, il faudra qu'il soit exprimé en Corse. Il faudra prendre à ce moment-là un interprète. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France, elle est purement et simplement déchirée. Et ça, il faut quand même savoir que c'est l'Assemblée de Corse avec les communistes qui jusqu'alors étaient contre, hein, juste alors étaient contre. Là, pour des histoires, c'est pas la salade niçoise, c'est la salade corse, je ne sais pas, ont accepté cette co-officialité. C'est quand même une trahison, et ça on ne le dit pas. Ouais. Si en Alsace, l'allemand va être instauré, que devient le français, c'est première langue, deuxième langue, enfin. Les Alsaciens ont dit non au référendum. En même temps, là, le mois d'août, septembre, là, un an après, le président de région écrit « Les Alsaciens sont d'accord avec le Conseil unique d'Alsace ». C'est-à-dire qu'ils nous refont le coup de 2005. Les Alsaciens disent non. Un an après, le président de région dit ils sont d'accord avec le Conseil unique d'Alsace. Alors, maintenant, la question, elle est que les socialistes, hein, la réforme des socialistes, c'est de faire 14 régions. Et que l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine constituaient une région. Bon, alors, bien sûr, le président de région, hein, Richard, dit je ne suis pas d'accord. L'Alsace doit être une région à part entière, bien sûr, pour ressortir ce Conseil unique d'Alsace. Maintenant, le Sénat, là, a décrété, il n'y a pas très longtemps, que la grande région avec les trois, Champagne-Ardenne, Lorraine, etc., non, ce n'était pas un bon projet. Le bon projet, c'était de laisser l'Alsace toute seule. Mais bon, tout ça, c'est une bagarre. Mais si le Conseil unique d'Alsace passe, le français sera langue seconde. Ah oui, c'est ça.
C'est écrit, si tu veux, moi je peux te l'envoyer, c'est écrit dans le projet, est signé. Hein, généralisation de l'allemand. Ça En sera la langue s'appuyant sur troisième, parce que l'alsacien. l'anglais va se mettre au milieu. Si le droit s'écrit dans plusieurs langues, alors il y a plusieurs droits. Absolument. C'est à ça que c'est sert, ça. C'est à ça que sert la promotion des langues régionales. C'est une façon supplémentaire de s'attaquer au droit national, finalement, de contourner le droit national pour, qui est un droit très, très construit, qui a une histoire très, très ancienne, pour imposer plus facilement à des petits territoires un droit d'inspiration néolibérale. Voilà. Pour ce qui est de la manière de se battre contre ces projets, moi je ne suis pas sûr de vouloir me battre avec le Front de gauche et avec les organisations syndicales. Je suis même sûr de ne pas vouloir. Parce que je ne veux pas me battre avec ceux qui trompent les citoyens, qui systématiquement les font marcher au sens propre comme au sens figuré dans la rue, contre finalement ce qui est juste à côté de l'objectif qu'il faudrait atteindre, qui les font se battre contre systématiquement ce qui n'est pas le cœur du problème, qui les fait se battre systématiquement contre les conséquences et jamais contre les causes. Moi je pense que ça finit par installer, d'abord ça conduit systématiquement à l'échec des luttes, ça produit donc du fatalisme, la démobilisation, on le voit partout, parce que plus les coups sont violents, plus les coups portés sont violents contre le système social, contre la République, etc., moins il y a de gens mobilisés pour la défendre. Donc je crois qu'il y a eu un travail de sape très important fait par la gauche et par les organisations syndicales qui sont dans la nébuleuse de gauche, et qu'ils ont aujourd'hui une responsabilité très grande dans la situation. Donc moi je veux, la meilleure façon de se battre contre la réforme territoriale et ses conséquences, c'est d'attaquer l'Union européenne, de sortir la France de l'Union européenne. Or ça, le Front de gauche et les organisations syndicales, non seulement ils sont contre, mais ils se battront et ils se battent contre ceux qui sont pour. Absolument. Donc moi je ne vais pas aller, non seulement je ne vais pas aller jouer, caution, servir de caution au Front de gauche et aux organisations syndicales dans ce combat, mais je vais même dénoncer leur attitude qui finalement conduit à l'avancée du projet, des projets de décentralisation. Pour répondre à propos du Front de gauche, je suis donc au PG. Je reste pour l'instant encore à l'intérieur du PG, j'y suis depuis 2009, parce que j'arrive à bouger des pions à l'intérieur. Notamment, je force un peu les choses, je suis un électron libre. Et je pense que de créer un mouvement de la constituante et de refuser une constituante élue où on retrouve des élus dedans, c'est un point justement qui peut permettre de faire basculer les choses. Maintenant, on passe beaucoup de temps pour expliquer aux gens, mais on a des gens différents. Il ne vous a certainement pas échappé que dans les mouvements politiques et dans les associations, on a essentiellement des seniors. Bon, parce qu'ils ont du temps et parce qu'ils ont la mentalité pour et tout. Mais dans les ateliers de la constituante, là j'ai des jeunes. Mais alors, ils ne font pas partie des choses qu'on a l'habitude. Ils font partie de la révolution des grenouilles, ils font partie des colibris, ils font partie de mouvements comme ça, et passent de petites choses, les virus gentils et tout ça. Enfin, c'est une autre mouvance, c'est autre chose. Et moi, c'est là-dessus que je m'appuie. Parce que je pense que là est l'avenir. C'est plus nous, on continue de se battre, c'est vrai, mais on se bat pour qui? Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Là, il faut que les jeunes prennent la main. Ici, sur Bordeaux, vous avez la chance d'avoir les universités. Et c'est une population qu'il ne faut absolument pas laisser comme ça. Il faut y aller. Et je pense que le texte là, que tu as lu tout à l'heure là sur les directives européennes,
Il faut absolument les rencontrer, leur expliquer, c'est là-dessus qu'il faut se battre. On peut rester à l'intérieur de mouvements parce que de toute manière, si on est juste que des électrons libres partout, tout le monde comme ça, on n'aboutit à rien. Il n'y a que l'union qui fera les choses, qui fera quelque chose. Et ils visent justement à nous diviser, les dirigeants européens. C'est ça, leur but c'est diviser pour régner. Et nous, notre but c'est de nous unir. Il ne faut pas regarder ce qui nous sépare, il faut voir ce qui nous unit. Mélenchon fait partie des dirigeants européens. Il est député ou pas européen? Mais de la nation, Oui, de la nation, absolument. souveraineté nationale. Oui, La souveraineté nationale, on ne l'entend pas. Les langues On entend souveraineté populaire, mais pas de souveraineté nationale. Oui, mais ça passe par... Enfin, pour moi, ça passe par ça. Souveraineté Ça marche populaire ensemble. et pas la souveraineté Pour nationale. moi, ça marche ensemble. La France, c'est la France. Oui, mais il faut pouvoir le La dire. France, Simplement, c'est ce pas que une Daniel veut dire, c'est que si les choses sont si claires dans le lien entre souveraineté nationale et souveraineté populaire, alors, ceux qui défendent la souveraineté populaire doivent dire nationale et populaire et ne doivent pas avoir peur de dire souveraineté nationale. Or, la souveraineté nationale implique immédiatement l'indépendance de la nation française, c'est-à-dire sa sortie de l'Union européenne. C'est ça que ça implique, puisque on est sous tutelle de l'Union européenne aujourd'hui. Or, ces questions-là ne sont pas abordées, ne sont même pas débattues ouvertement à l'intérieur des organisations. Dans une question démantèlement, mise en concurrence des régions, on voit où ça va, la dispersion, la nouvelle répartition des compétences, je ne sais pas où on est. Il faudrait bien qu'on précise le rôle de l'État. Parce que là, on arrive à un éclatement des territoires, mais l'État existe toujours. On ne peut pas dire qu'il exerce il a les mêmes attributions, mais l'État a besoin de surveiller, de mettre à disposition les lois, en tout cas transversales, qui peuvent être transversales, pour faciliter les affaires. C'est bien ce qui se passe actuellement. C'est bien ce qui se passe pour libérer, pour faire vivre la libre circulation, le libre-échange. Hein, c'est bien pour ça que l'État a besoin de, les États-Unis, les puissances internationales ont besoin de libérer l'espace. C'est ça. Voilà. Donc l'État, dans ce sens, a un rôle, parce que on n'est pas encore dans une fédération européenne, là. Ça se construit, mais on n'en parle pas encore. Hein, ça se construit, mais il y a encore des puissances qui existent. Il faut bien, quelque part, un régulateur pour permettre au capital, à la finance, de réaliser ses opérations. Et pour le moment, ce n'est pas au niveau de la région. Et il faudra bien que ça passe, ou alors il y aura des échanges internationaux, ou alors une liberté. Je ne crois pas que c'est de sitôt que les régions pourront... quelle sera leur marge d'autonomie? Il y a des obligations qui vont leur être imposées précisément au niveau transversal et au niveau européen, avec l'accord des États, avec l'accord de l'Union européenne. Hein. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire n'importe quoi au niveau des régions. N'importe quoi. Cette part, on a toujours la chape, l'obligation, tout ça, de réaliser les affaires au niveau international, etc. Et donc, c'est pas la disparition des États-nations. À mon avis, c'est pas la disparition. On n'est pas loin. Oui, mais c'est pas alors toujours tout de suite. Même si c'est un objectif fédéral, fédéraliste. C'est la réduction de la puissance publique et notamment de l'État, Certainement. mais qui suppose la disparition de la nation. C'est-à-dire que l'État devient un facilitateur et d'une manière transitoire, et il est écrit clairement, mais on n'a pas le temps, que le but de l'opération
est d'aboutir à un État uniquement sur les fonctions régaliennes. Police, Et encore. Minimum. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire, parce qu'il existe toujours. Il existe toujours réduit à peau de chagrin, vous n'avez pas de politique. Bon, autre chose, ça concerne l'observation qui est faite là, sur ces organisations qui manifestent mais qui ne s'attaquent pas aux causes. C'est vieux comme le syndicalisme, comme tout. Hein. Et c'est vrai que c'est regrettable, mais c'est un autre niveau de la lutte. Qu'est-ce qu'on disait que dans le communiste que j'étais il y a 50 ans, on disait, et avant d'adhérer, j'étais syndicaliste, et on disait toujours, les PC, les communistes disaient, mais tu marches sur une patte là, il faut marcher sur deux pattes. Marcher sur deux pattes, c'est prendre ta carte du parti. Ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est toujours comme ça. Le syndicat, il sert, on se bagarre contre les effets, et le parti, il est là, il doit être là pour, ça va, renverser le système. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas étonnant, c'est vieux comme démarche. Alors, il y a un partage des tâches, et c'est déjà quelque chose de refuser les effets. Même ça n'arrive pas le problème. Ça laisse de la place pour d'autres pour intervenir. Mais je me dis que, parce qu'en même temps, tu as raison, mais il faut qu'on change vraiment tout. Vraiment, comment dirais-je, la vision. Je ne sais pas, ça me semblait naturel. Ça me semblait encore naturel que les syndicats se battent pour défendre immédiatement ce qu'il y a tout de suite. Je veux plus de pognon, une augmentation de salaire, je veux défendre mon emploi, etc. Et c'est vrai, la pauvreté des arguments. On me pose la question, je suis syndicaliste, on me pose la question dans cette administration, mais pourquoi les hommes changent? Pourquoi on ne fait pas plus d'adhésion aux syndicats, etc. Moi, je dis toujours, mais parce que le syndicat ne fait plus de politique. Parce que les syndicats faisaient de la politique. Ils faisaient de la politique, pas seulement parce que, je pense à la CGT, il y avait une forte imprégnation communiste, de militants communistes, mais ils faisaient de la politique. Il y avait, et là, ce que je dénonce aujourd'hui dans l'organisation syndicale, c'est que il y a on ment, les syndicats, les directions syndicales mentent par omission. Ils sont tellement soumis à l'Union européenne. Il y a des mots interdits, alors ça fait des ordres, quand je dis les syndicalistes sont capables, on est contre les décentralisations. Est-ce que le syndicat ne doit pas défendre le projet de loi qu'on a présenté, j'en avais parlé, contre les délocalisations? C'est interdit. Est-ce qu'on ne peut pas se battre pour le protectionnisme? C'est interdit, c'est un gros mot ça. Protéger notre industrie, on a perdu 10 000 emplois industriels. Ça secoue, hein. Ça secoue quand on balance ces missiles là. Alors après on s'étonne qu'on ne fasse pas d'adhésion. Ben, bien sûr, on ne donne pas de perspective, rien ça bute. Les patrons peuvent payer, les actionnaires, on fait parler des actionnaires. Ça ne sert à rien, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il y a autre chose à ouvrir comme perspective. Alors c'est vrai que, bon, ben ça, ce boulot-là, ça se fait là où il y a des gens pour le faire, hein, des camarades pour le faire. Mais ben c'est notre rôle. Hein. C'est notre rôle, moi, je ne sais pas comment. C'est notre rôle d'être présent sur ce terrain-là. C'est notre rôle d'être présent dans toutes les manifs pour donner cet éclairage-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas accepté, ne pas participer à des manifs, il faut participer aux manifs. Pas forcément appeler, mais être présent. Être présent. Alors il faut différencier quand même deux choses, parce qu'il y a une propagande interne là qui est en train de se développer, que j'aurais pas abordé ici si tu ne faisais pas référence à cela.
le MPF n'a pas appelé à la manifestation du 12 avril 2014 appelée par le Front de gauche, mais le MPF a distribué des tracts était présent, et le MPF sera présent le 15 novembre à la manifestation contre l'austérité, en n'appelant pas, parce que nous expliquons dans un tract que cet appel à manifester ne s'attaque pas aux causes, mais uniquement aux conséquences. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il une politique d'austérité? Qui mène réellement les politiques d'austérité? Pour répondre à quoi? Eh bien, nous apportons nos réponses qui sont différentes de celles du Front de gauche. Et nous avons le droit d'avoir des positions différentes de celles du Front de gauche. Et nous expliquons qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Mais nous serons, comme nous le sommes toujours dans ces manifestations-là, sur le côté de la manifestation, avec notre table, avec nos tracts, pour nous adresser aux camarades qui manifestent. Voilà ce que nous faisons. Mais par contre, se prêter à la mascarade, qui consiste à faire croire aux manifestants que le seul et unique responsable de la politique d'austérité aujourd'hui, c'est le gouvernement de Hollande, sans le rattacher à l'Union européenne, eh bien, ça c'est une mascarade, et c'est un enfumage. Et c'est fait pour masquer l'impossibilité, le refus du Front de gauche d'aller vers des positions, à contrario de ce que pense une partie de sa base d'ailleurs, qui est de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc on va être là, avec des tracts, comme d'habitude, sur nos positions. Et nous n'avons pas besoin de faire les hypocrites pour participer à une manifestation, pour être présents sur une manifestation. Nous n'avons pas besoin de cacher les divergences. Ce pays crève de manque de débat ouvert et direct, confisqué dans l'entre-soi d'un certain nombre de gens qui ont pignon sur rue. Donc, le débat, il faut le mener. Et c'est ce qu'on va faire en étant présent le 15 novembre sur nos positions avec nous. Il y a deux débats qu'on n'arrive pas à avoir et qu'on réclame depuis un moment, et c'est d'ailleurs pour ce qu'on a même foutu le bazar au dernier CN en demandant qu'on avance le congrès, parce que ça devient plus possible. On ne peut pas avoir le débat ni sur l'Europe ni sur l'euro. Ça, c'est... Donc ce qui est intéressant d'apprendre, c'est qu'au sein du parti de gauche, il y a des demandes fortes pour que ces thèmes-là soient abordés. Absolument. C'est déjà encourageant. Ça fait plus d'un an. Du parti de gauche. Plus d'un an déjà. Claude. C'est pas le sujet de ce débat, mais puisque on est ses camarades, qu'elle perd son temps au parti de gauche. Elle perd son temps au parti de gauche. Le parti, c'est évident qu'il y a au sein du parti de gauche, mais leurs organisations n'iront pas sur ces positions-là. Ou alors il faudrait qu'ils expliquent pourquoi elles n'y sont pas. Pourquoi, alors que les emplois industriels sont perdus par millions, en raison de l'organisation du libre-échange par les traités européens, comment dire, pourquoi ils ne sont pas déjà, pourquoi ces organisations ne sont pas déjà favorables à la sortie de l'Union européenne et de l'euro, alors que, de manière évidente, même au sein de la population, le libre-échange a une responsabilité énorme dans le désastre économique, industriel, social, etc., que nous connaissons, le chômage de masse, etc. Et démocratique. Et démocratique, oui. Bon, il faut se poser, à mon avis, ces questions-là. Et si on veut être efficace, rejoindre directement les organisations qui sont favorables à la démondialisation, c'est-à-dire à la sortie de l'Union européenne, essentiellement la sortie de l'Union européenne, parce que ça passe par là, à la sortie de l'euro, etc., etc. Pourquoi rester dans des organisations qui se battent contre la démondialisation? Si la meilleure façon de combattre le libéralisme, le capitalisme libéral et ses conséquences,
c'est de démondialiser. Pourquoi être dans une organisation qui ne veut pas démondialiser, qui ne veut pas, et qui se bat contre ceux qui veulent démondialiser? Parce que là, pour être efficace, c'est pas là qu'il faut être. Ce qui interdit pas, une fois qu'on a rejoint l'organisation qui se bat pour la démondialisation, de discuter avec les gens qui sont encore dans ces organisations, comme je le fais là maintenant, pour leur dire que peut-être... C'est le lien. C'est le lien. Eh ben, très bien, on va arrêter là-dessus. C'est pas...